Alors, bonjour à tous. Donc, j'ai une première question concernant le vaccin contre le BCG. Efficace ou non afin de guérir le diabète de type 1? J'aurais tendance à dire que actuellement aucune étude n'a démontré de réelle efficacité, mais c'est pas exactement mon domaine d'expertise, donc je ne suis pas persuadé d'avoir la réponse, définitive à cette question. Alors, nous avons une question sur les greffes, de la transplantation de microbiote ou la greffe fécale, comme on peut l'appeler. Afin de savoir les différences entre les différentes populations, sachant que nous sommes tous donc différents en termes de composition de notre microbiote, que les séquençages de nos microbiotes, c'est ce qui permet d'identifier, de donner des cartes d'identité des espèces qui composent notre microbiote. Et donc, effectivement, il est toujours intéressant de pouvoir comparer des populations, se dire, en France, on a un microbiote de tel ou tel type, différent d'autres populations, et l'idée, c'est de savoir quel est le type de microbiote qui pourrait favoriser telle ou telle maladie. Alors, je pense que dans toutes les maladies, il vaut mieux rester sur des comparaisons extrêmement serrées. C'est-à-dire qu'il vaut mieux rester sur, par exemple, une population française diabétique versus non diabétique, plutôt que d'aller comparer les populations de microbiote dans les différentes populations, parce qu'on va se retrouver avec énormément de variations, énormément de variabilité due à notre alimentation, à notre environnement. Donc, restons sur des comparaisons qui sont dans les mêmes pays. J'ai une question sur. Oui, alors, dans d'autres maladies auto-immunes, je ne suis pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que l'efficacité la plus importante, celle qui a été réellement démontrée, et notamment par une équipe qui travaille à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, l'équipe de Harry Sokol et Philippe Sexic, c'est la transplantation de microbiote dans le cadre des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc ça, c'est une efficacité qui a été clairement démontrée et qui donne envie tout de même d'aller voir dans d'autres maladies où l'inflammation joue un rôle important, comme par exemple le diabète de type 1, voir si on peut aussi utiliser ces transplantations de microbiote. Existe-t-il un rapport entre les microbiotes et les entérovirus? euh, Oui, je pense que toute composition du microbiote va pouvoir influencer effectivement la façon dont l'intestin est perméable, parce qu'en fait, en définitive, ce qui va compter, c'est la perméabilité de l'intestin. Si cet intestin est très perméable, eh bien, il va pouvoir protéger le milieu, ce qu'on appelle le milieu intérieur, donc la propre personne, de tout ce qu'il y a dans l'intestin. Donc, effectivement, si le microbiote est modifié, que la perméabilité intestinale est modifiée, à ce moment-là, peut-être que les entérovirus peuvent euh, passer plus facilement la barrière intestinale et donc déclencher des réactions auto-immunes. Je crois que vous avez une séance de Monsieur Malone, de Roberto Malone, qui vous a parlé des virus aujourd'hui. Si, oui, l'hypothèse initiale était fausse, et c'est la cohorte placebo qui a apporté une vraie piste. On n'a plus d'îlot en l'occurrence. En fait, l'idée ici, c'est que quand on va modifier le microbiote, c'est de tenter de rétablir un système immunitaire plus équilibré. Et l'idée, c'est de chercher parmi toutes les populations de microbiotes certaines bactéries ou micro-organismes qui pourraient permettre de faire ce rétablissement. Avec différentes idées. L'idée, la première, c'est de rétablir une perméabilité d'intestin normale, mais aussi de profiter du fait que certaines des populations microbiennes produisent des molécules, et c'est notamment ce que cette étude a montré, des molécules qui pourraient agir sur le système immunitaire afin de le réguler, empêcher les lymphocytes T de détruire les cellules bêta et réguler l'auto-immunité. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre cette communication qu'il existe entre le microbiote et le système immunitaire à travers la production de différentes molécules et surtout de pouvoir identifier ces molécules parce qu'elles représentent des pistes thérapeutiques très très importantes. Donc après, effectivement, si on peut contrôler le système immunitaire, l'idée c'est que même si on n'a plus d'îlot de Langerhans, le pancréas a tout de même des capacités de régénération. Il peut recréer des îlots en absence de cellules bêta. Donc l'idée, ça serait de contrôler à la fois le système immunitaire, empêcher la destruction et en parallèle permettre au pancréas de régénérer des cellules bêta.
Alors, existe-t-il encore des cellules bêta lorsque le diabète date de 2 ans? Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une question qui n'est pas simple et c'est pas simple de répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est que dans les collections de pancréas, de patients diabétiques, de tous âges et même des gens qui avaient un diabète depuis, plusieurs décennies, on trouve toujours des cellules bêta dans le pancréas. Il y a toujours dans le pancréas des cellules et donc l'idée, derrière tout ça, c'est que le pancréas possède une capacité à régénérer des cellules bêta tout au long de sa vie, mais que malheureusement le système l'attaque auto-immune va détruire les cellules bêta qui sont régénérées au fur et à mesure. Mais en tout cas, le pancréas contient en général contient des cellules bêta même après des décennies de diabète de type 1. Alors, sous quel délai peut-on imaginer expérimenter ces études à grande échelle? Bah, ça va dépendre bien entendu de la volonté de différents services cliniques de vouloir répliquer, amplifier, augmenter les populations pour répliquer ces expériences. Donc, on peut imaginer que, bien entendu, quand ce genre d'article paraît, un grand nombre de services vont se lancer dans la suite de ces études pour essayer de vérifier. Vérifier que ça pourrait être appliqué dans une population française, ça serait un premier pas. On a affaire ici à une population néerlandaise. Est-ce que ça marche aussi en France? C'est une première validation. Deuxièmement, recruter une plus grande population, ça serait de toute façon extrêmement intéressant pour pouvoir valider, avoir un peu plus de visibilité sur un grand nombre de patients et savoir si ça fonctionne aussi. C'est très difficile de prévoir si ça va être fait cette année ou prochainement. Alors l'auto-immunité, oui, elle perdure toute la vie. Donc les premiers, il y a des protocoles qui ont été mis en place dans les années 90 et même 2000 où on essayait de mettre à blanc le système immunitaire, se dire: «Bah, il y a de l'auto-immunité, donc empêchons le système immunitaire de fonctionner. À ce moment-là, il y aura pas de destruction des cellules bêta». Donc il y a eu des protocoles avec de la cyclosporine, qui est un immunosuppresseur. Il y a eu des protocoles avec des anti-CD3 qui sont, des molécules qui vont cibler un certain type, de lymphocytes et l'idée, c'était de bloquer l'attaque auto-immune. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas longtemps. Ça permet de décaler la mise en place du diabète et c'est toujours dans des populations qui sont récemment diagnostiquées. Et puis, il y a toujours associé à ces traitements des complications, des effets secondaires qui sont pas forcément, faibles et qui doivent être pris en compte lorsqu'on veut, si on veut s'attaquer à la maladie auto-immune. Oui, l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler sur bloquer l'auto-immunité. C'est là-dessus que travaillent de nombreux chercheurs. Il y a notamment Agnès Leuwen qui travaille à Cochin sur cette idée de pouvoir comprendre l'auto-immunité, de pouvoir la bloquer. Euh, on travaille en général donc sur des modèles animaux, la souris note dont j'ai parlé tout à l'heure, et on essaye de transposer les résultats obtenus chez la souris chez l'homme, avec parfois des réussites et parfois des échecs. Donc ce n'est pas toujours extrêmement simple. En tout cas, je vous incline à vous renseigner sur les travaux de Agnès Leuwen, qui travaille à l'Institut Cochin, qui a de très beaux résultats sur l'auto-immunité. Et puis, il y a bien sûr aussi, alors il y avait un travail très intéressant aussi à la Pitié-Salpêtrière, le professeur David Klatzmann, qui travaillait avec un protocole où il allait traiter des patients. Enfin, lui, c'était vraiment dans le cadre de l'auto-immunité générale. C'était pas seulement dans le diabète de type 1, c'est dans toutes les maladies auto-immunes. Il voulait réguler les lymphocytes qui empêchent l'auto-immunité. C'est ce qu'on appelle les lymphocytes T régulateurs. Et il avait identifié chez la souris puis chez l'homme un protocole où il donne des faibles doses d'une molécule qu'on appelle l'interleukine 2. Et cette molécule interleukine 2, elle a la propriété d'augmenter la quantité de lymphocytes qui vont empêcher l'auto-immunité. Je ne sais pas actuellement où en sont ses travaux les plus récents. Je sais qu'il a testé cette hypothèse sur les populations diabétiques. Je n'ai pas encore vu ses travaux publiés, donc je pense qu'il faut attendre. Mais vous pouvez tout de même chercher le nom de monsieur David Klatzmann et vous trouverez peut-être des informations qu'il a publiées récemment. Alors, l'alimentation, donc si la question c'est par rapport à l'alimentation et le microbiote, il y a de nombreux chercheurs, de nombreuses compagnies qui s'intéressent, des sociétés qui s'intéressent à mettre en place soit des
prébiotiques, soit des probiotiques, hein, donc la différence est subtile, mais elle existe, prébiotiques ou probiotiques afin de moduler le microbiote. De façon évidente, la modulation microbiote, elle se fait moins fortement avec des prébiotiques ou des probiotiques qu'avec la transplantation de microbiote. La transplantation de microbiote est beaucoup plus efficace, mais beaucoup plus lourde. Ce n'est pas juste une molécule un médicament à prendre jour après jour ou bien un changement de régime, c'est vraiment un acte qui doit être surveillé de façon médicale. Mais il y a de fortes recherches, en tout cas, sur les modifications, quelles qu'elles soient, du microbiote. Alors, pensez-vous qu'un enfant atteint du diabète de type 1 aujourd'hui mourra avec le diabète? Moi, je suis plutôt optimiste. Je suis plutôt optimiste parce que la recherche, elle n'est pas linéaire, la recherche est toujours exponentielle. Il y a énormément de gens qui travaillent sur le diabète de type 1. Il y a énormément de gens qui travaillent de par le monde sur la capacité qu'on aurait à générer des cellules bêta dans une boîte de culture et qu'on pourrait les greffer ensuite à des patients diabétiques avec l'idée toujours de pouvoir protéger ces cellules de l'attaque auto-immune. Donc, je suis plutôt optimiste par rapport au progrès que fait la recherche. Maintenant, de vous dire quand 5, 10, 15 ou 2 ans, ces progrès seront accessibles à tout le monde, c'est extrêmement difficile de prévoir. Il y a un chercheur qui s'appelle Douglas Melton, qui est un chercheur américain, enfin, c'est un Anglais qui travaille à l'université de Harvard, qui a d'excellents résultats et qui a créé une société et qui génère des cellules bêta qui artificiellement vont pouvoir être greffées ensuite à des patients diabétiques. Donc, il y a beaucoup de pistes qui sont explorées dans cette idée. Alors, est-ce que c'est vrai que le diabète de type 1 est plus commun dans les pays développés qui prennent plus de médicaments et qui modifient le système immunitaire? Alors ça, c'est effectivement une théorie qui se révèle parfois vraie sur euh, le trop d'hygiène en fait ne permet pas une bonne maturation du système immunitaire. L'idée, c'est que plus on est exposé au cours de notre enfance à différents types de microbes, plus notre système immunitaire va être renforcé, stimulé, et plus il va être apte à faire la différence entre un antigène extérieur d'un microbe ou bien un antigène intérieur, puisque vous savez que dans la maladie auto-immune, du diabète de type 1, le système immunitaire se trompe et détruit les cellules bêta en croyant que ce sont des agents extérieurs. Donc, il est vrai que plus l'enfant est exposé à des microbes et moins la maladie auto-immune a de chances d'apparaître. Donc, est-ce que c'est un problème de pays développés, non développés? C'est plutôt, je pense, un problème d'hygiène excessive qui est en jeu. Alors, les greffes de cellules bêta saines, donc actuellement, c'est des greffes d'îlots. C'est ce qui se fait notamment à l'hôpital Saint-Louis par le professeur Pierre Catan. C'est des greffes de cellules bêta saines d'îlots qui se font chez des patients qui ont un contrôle glycémique extrêmement mauvais et qui sont déjà sous immunosuppresseurs pour, par exemple, une greffe de rein. Donc, ce ne sont pas des protocoles qui s'appliquent à tout le monde. Et le plus gros souci, c'est qu'on n'a pas assez de cellules bêta saines à greffer. Pour l'instant, on n'a pas assez de donneurs de cellules bêta saines. Et même quand on a beaucoup de donneurs, le protocole pour récupérer ces cellules bêta est extrêmement difficile et compliqué et ne permet pas d'avoir un très bon rendement pour obtenir une grande quantité de cellules bêta à greffer. Alors, le kéfir est-il considéré comme un probiotique? Je saurais pas vous dire. C'est une question intéressante. C'est une possibilité. Le yaourt, le kéfir, tous les laits caillés ou tous les composants lactés qui contiennent encore les bactéries peuvent être considérés comme des probiotiques. Je ne sais pas. Nous avons un moyen de. Alors, comment animer le microbiote de son enfant qui vient de déclencher un diabète de type 1? Euh, je pense pas que je suis pas en tout cas apte à donner des recommandations nutritionnelles. C'est pas mon métier, donc je ne saurais pas conseiller là-dessus. Je pense que si vous vous rapprochez de nutritionniste ou de diététicien, ça sera peut-être plus efficace.
Alors les donneurs d'îlots, en fait, ce sont des donneurs d'organes. Ce sont des gens donc qui sont décédés en mort cérébrale en tout cas, et chez qui on va donc prélever le pancréas qui sera ensuite digéré par un protocole enzymatique afin de séparer le pancréas exocrine qui n'intéresse pas ici et de récupérer uniquement les îlots de Langerhans. Et donc on pouvoir ensuite greffer ces îlots à des patients avec un traitement immunosuppresseur pour éviter le rejet de ces îlots. Donc, c'est un protocole qui n'est pas non plus complètement anodin. Alors, les probiotiques sont importants pour les enfants, pour tout le monde en fait, hein. Je pense qu'on peut tous prendre des probiotiques. Maintenant, à distance, il faudra un peu plus de recul pour savoir si tel ou tel probiotique aura une efficacité, car ce sont des effets qui doivent se voir à plus ou moins long terme. Alors, la méthode pour implanter un microbiote, c'est une sonde naso-duodénale. C'est-à-dire que dans l'article qui a été présenté ici, il y a une sonde qui est insérée dans le nez et qui va descendre jusqu'au duodénum. Et ensuite, c'est grâce à cela qu'on va pouvoir implanter un microbiote. Alors, lorsqu'un diabète de type 1 est détecté, on ne pose pas de questions sur les conditions de vie et l'alimentation parce qu'en fait, c'est pas la priorité. La priorité, c'est réellement la prise en charge euh, du patient diabétique, de l'enfant, l'apprentissage donc des différentes technologies, la mise en place des technologies, puis le suivi du patient. Ça pourrait aider à la science de savoir, mais les questionnaires sont extrêmement compliqués pour avoir des réponses précises. Si vous allez poser la question, on pourrait poser des questions simples, par exemple césarienne ou voix basse. On pourrait poser des questions simples aussi sur le type d'allaitement, le type d'alimentation. Mais l'idée n'est pas non plus de culpabiliser les gens en fonction de leur choix ou de ce qui a été les premiers mois ou les premières années de la vie de l'enfant. Alors, si entre des jumeaux le risque est élevé de faire un diabète, est-ce qu'il faut surveiller la fratrie dès qu'un premier enfant a développé une maladie? Ça, je laisse les diabétologues répondent à cette question. Alors, le GABA. Le GABA, ça a fait beaucoup parler de lui. Il y a eu beaucoup de communication autour du GABA. Il y a eu des papiers extrêmement bien documentés de Patrice Colomba à Nice, qui a proposé effectivement que le GABA pourrait servir à régénérer des cellules bêta dans le diabète. Actuellement, il y a eu d'autres papiers qui ont dit, bah non, chez nous, ça marche pas. On utilise le même protocole et ça ne marche pas. Donc la question n'est pas fermée, n'est pas définitivement fermée. C'est une controverse. Il reste à définir si réellement ça peut être utilisé ou non. Et là-dessus, moi, j'ai pas forcément d'avis personnel puisque j'ai pas testé ce protocole moi-même au laboratoire. L'idée de la greffe d'îlot, c'est toujours d'avoir en parallèle un protocole immunosuppresseur pour empêcher le rejet, et ce protocole va empêcher la destruction des cellules. Mais ce que l'on sait, c'est que malheureusement, les cellules ne survivent pas longtemps. Ces cellules, quand on les greffe, les îlots de Langerhans, quand on va les greffer, on va les injecter dans la veine porte et ils vont aller se nicher dans le foie. Ils vont se répartir dans le foie et c'est là où ils vont pouvoir sécréter l'insuline. Le problème, c'est que le site d'implantation n'est pas optimal et les îlots vont avoir tendance à mourir au cours du temps. On a du mal à les maintenir en vie très très longtemps. Et il faut souvent plusieurs donneurs d'organes pour un même patient diabétique afin d'obtenir une insulino-indépendance. Et on a encore du mal à comprendre quels sont les critères qui font que des greffes d'îlots fonctionnent ou pas. Alors la césarienne, en fait, ça a une forte influence sur le microbiote, la composition du microbiote, puisqu'en fait, les premières populations de microbiotes qui vont coloniser l'intestin de l'enfant à sa naissance, c'est le microbiote maternel, anal et vaginal. Et c'est cela qui va être la première exposition de l'enfant au microbiote. Donc en termes de césarienne, euh, il n'y aura pas exposition à ces microbiotes et donc la composition et la colonisation du microbiote de l'enfant va se faire différemment. De la même façon, il y a un microbiote sur la peau, petit peu partout, et donc effectivement, l'allaitement peut aussi avoir une influence sur le microbiote intestinal, puisque
au niveau des seins, il y a aussi des populations microbiennes qui peuvent coloniser le microbiote de l'enfant. Après, de savoir si une césarienne est un risque de faire un diabète de type 1, ça, je ne pense pas qu'on ait encore la réponse. Je ne pense pas que ça soit un élément qui ait été identifié. Alors, il y a une question très intéressante où on demande si on est assez soutenu financièrement en France pour faire avancer la recherche. Non, non, clairement. La recherche publique en France est un parent pauvre des budgets publics. Il faut savoir qu'on atteint péniblement 1% du PIB pour financer la recherche publique en France, alors que dans d'autres pays qui ont des forces de frappe beaucoup plus fortes, je pense à l'Allemagne ou aux États-Unis, c'est 3% du PIB qui sont consacrés à la recherche. Donc on n'est vraiment pas dans des conditions idéales. On arrive à faire des progrès, mais on aurait clairement besoin de plus de financement de la part de notre État. Alors la question. Alors la JD nous aide régulièrement à lever des fonds. Donc c'est-à-dire que la JD a un programme de financement, un appel à projet de recherche de financement dont j'ai bénéficié et qui nous permet justement de pallier l'absence de financement de l'État et qui permet aux chercheurs de continuer à travailler dans les laboratoires. Donc après, la question aussi, c'est de savoir comment inciter les entreprises aussi, parce que les sociétés qui fabriquent l'insuline, qui commercialisent l'insuline, peuvent aussi pourraient éventuellement financer. Donc il y a aussi la Société francophone du diabète, qui est une société donc qui est une société qui s'intéresse à la recherche sur le diabète, qui reçoit aussi des dons des entreprises pharmaceutiques et qui a aussi des appels à projets pour financer la recherche pour le diabète. Alors, est-ce que je suis optimiste quant à la transplantation de microbiote? J'aimerais être optimiste. J'aimerais d'abord qu'on puisse reproduire ces résultats, les étendre à une plus grande population, afin de mieux comprendre aussi, de mieux analyser ce qui s'est passé, afin de mieux savoir si c'est une piste intéressante. Et puis, comme vous l'avez vu dans l'étude, cette étude s'est limitée à 12 mois. Donc, bien entendu, il faudrait essayer de tenter de savoir si ces effets pourraient être observés à plus long terme. Donc, comment aider la recherche? Eh bien, en soutenant les sociétés, les associations qui aident régulièrement, qui soutiennent financièrement les projets de recherche. Donc, la réponse de Karine est affichée. Ce sont les dons des familles qui sont alloués à des projets de recherche suite à un appel à projet scientifique coordonné par le Conseil. Il y avait une question aussi sur le prix de l'insuline, le prix de l'insuline qui a triplé en 10 ans. Euh, je ne saurais pas répondre à cette question. L'argent qui va aux entreprises pharmaceutiques est en partie redistribué via la SFD, la Société francophone du diabète. Je vous remercie pour votre attention et puis pour vos questions. C'est toujours intéressant de venir communiquer avec les familles.